Bonjour tout le monde. On va commencer dans quelques minutes, mais juste avant, dites-nous dans le clavardage d'où vous nous regardez aujourd'hui, qui vous êtes, quel organisme vous représentez. Est-ce que vous étiez avec nous lors de la première séance cet après-midi? Allez nous écrire là, dans le chat qu'on voit qui est là, qui est avec nous. Il y a encore des participants qui s'ajoutent. Alors, pour les participants qui viennent de se joindre à nous, allez écrire dans le chat là, de quel organisme vous êtes, qui vous représentez, d'où vous vous joignez aujourd'hui. Allez nous écrire là, un petit quelque chose dans le chat qu'on voit qui est avec nous. Est-ce qu'on a des gens d'un peu partout? Donc, on a Lise Parent, de la Nouvelle-Écosse. Bonjour. Édouard de l'île du Prince-Édouard. Bonjour à vous. Jessica Savoie du Nouveau-Brunswick. Bienvenue à tout le monde. Alors, bienvenue à cette deuxième séance de la journée, plein feu sur les reconnaissances des acquis et les programmes accélérés à l'île du Prince-Édouard et aussi en Ontario. Bonjour à ceux et celles qui se joignent à nous pour ce webinaire présenté par l'ACUFC. Cet événement est rendu possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada et à la collaboration des partenaires nationaux de l'ACUFC dans le dossier de la petite enfance, la Commission nationale des parents francophones, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada et aussi la Société Santé en français. Je suis Nathalie Bourgoin et je vais faciliter ce webinaire. Dans les prochaines minutes, vous assisterez aux présentations des initiatives du Collège Boréal, du Collège de Lille et du Collège La Cité. Suivant la présentation de nos invités, je vais échanger brièvement, individuellement avec eux et avec elles au sujet de leur initiative. Et ensuite, à la fin de toutes les présentations, je vais les inviter pour discuter sur la thématique de cette séance précise. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir poser des questions par l'entremise de la boîte questions-réponses. Nous commençons tout de suite d'abord avec la présentation du Collège Boréal. Bonjour, merci d'être ici avec moi aujourd'hui afin que je puisse vous parler de notre projet que nous avons mené pendant ces dernières années. Donc, notre projet a été livré en deux phases. La première phase, diplôme en service à l'enfance, modèle accéléré et intégré pour les travailleurs du domaine. Et la deuxième phase, la reconnaissance des acquis et des compétences des travailleurs du domaine. Je me nomme Danielle Roy et je suis la gestionnaire de Boréal en ligne, qui est le campus à distance du Collège Boréal, et je travaille à partir du campus principal à Sudbury, en Ontario. Donc, un aperçu de notre projet. Donc, cette première phase consistait à développer une offre de formation initiale adaptée pour les travailleuses du domaine de la petite enfance afin qu'elles puissent se qualifier plus rapidement. La reconnaissance des acquis à la phase 2 permettait aux candidats de soumettre leur portfolio professionnel afin de se faire évaluer par une experte du domaine. Donc, la candidate soumettait une demande afin de se faire afin de pouvoir se faire reconnaître plusieurs cours du programme, permettant ainsi de diplômer plus rapidement. Nous avons aussi, avec ça, mis en place un modèle d'accompagnement pédagogique. Attention au micro, Nathalie. Désolée pour ça. On peut voir qu'on a des petits pépins côté technologie. Alors, on va voir si on peut remettre la vidéo, la présentation. Sinon, peut-être qu'on pourrait passer à la prochaine présentation. Alors, laissez-moi voir si, ce qu'on peut faire.
Juste me laisser un petit instant, c'est parce que j'arrive pas à partager la vidéo. Donc, si Martial peut me redonner le contrôle, je vous partage ça dans quelques petites secondes. C'est le Désolée cas. pour C'est le cas. excellent. Alors, ça ne fonctionne pas malheureusement. Ça dit que je ne suis pas capable. Désolée, c'est des choses qui arrivent. C'est la magie de la technologie. J'essaie à nouveau. Ça ne fonctionne toujours pas. Est-ce que tu peux... Ah oui, là, je pense que ça fonctionne. Nathalie, est-ce que tu peux me dire si tu On ne vois... voit pas à l'écran. Juste un instant, juste un petit instant. Dis-moi si tu vois mon écran en ce moment. Oui, c'est reparti. Excellent, merci. Excellent. Donc, Bonjour. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui afin que je puisse vous parler de notre projet que nous avons mené pendant ces dernières années. Donc, notre projet a été livré en 2 phases. La première phase, diplôme en service à l'enfance, modèle accéléré et intégré pour les travailleurs du domaine. Et la deuxième phase, la reconnaissance des acquis et des compétences des travailleurs du domaine. Je me nomme Danielle Roy et je suis la gestionnaire de Boréal en ligne, qui est le campus à distance du Collège Boréal, et je travaille à partir du campus principal à Sudbury, en Ontario. Donc, un aperçu de notre projet. Donc, cette première phase consistait à développer une offre de formation initiale adaptée pour les travailleuses du domaine de la petite enfance afin qu'elles puissent se qualifier plus rapidement. La reconnaissance des acquis à la phase 2 permettait aux candidats de soumettre leur portfolio professionnel afin de se faire évaluer par une experte du domaine. Donc, la candidate soumettait une demande afin de pouvoir se faire reconnaître plusieurs cours du programme, permettant ainsi de diplômer plus rapidement. Nous avons aussi, avec ça, mis en place un modèle d'accompagnement pédagogique pour offrir un soutien continu et personnalisé pour les apprenants. Donc, les objectifs de ce projet, mais ça consistait vraiment d'élargir les programmes et les formations dans le domaine de la petite enfance et de renforcer les compétences des éducatrices dans les communautés francophones en situation minoritaire. On favorisait aussi le maintien en poste des éducatrices pendant leur formation avec une offre à distance. Et ceci permettait aussi de lutter contre la pénurie chronique des personnes qualifiées en permettant les travailleuses de diplômer plus rapidement. Et finalement, avec l'accompagnement pédagogique, on favorisait la réussite scolaire et la rétention avec un système de mentorat mis en place. Donc, le projet, en premier lieu, il fallait modifier le programme qui était offert. Donc, notre programme d'éducation en service à l'enfance était offert sur 6 étapes consécutives ou 2 ans d'études. Donc, le programme avait été modifié ensuite à 18 mois. Donc, ça voulait dire la révision des 26 cours du programme afin qu'il soit adapté pour une clientèle qui travaille dans le domaine. Ensuite, nous avons développé des outils afin de faire l'évaluation des compétences des travailleuses. Donc, ces outils-là étaient développés pour les experts du sujet qui devaient évaluer les portfolios des étudiantes qui avaient déjà de l'expérience dans le domaine. Et ça voulait faire en sorte que les évaluations étaient faites de façon consistante. Puis, nous avons également développé des outils promotionnels comme l'image que vous voyez à la droite afin de promouvoir cette belle initiative. Donc, le projet consistait d'un modèle d'accompagnement pédagogique par des coachs et des mentors pour la réussite scolaire. Donc, c'est parfois difficile de concilier travail, études et obligations familiales, mais les accompagnatrices pouvaient offrir du soutien de diverses façons, comme en offrant des techniques de gestion du stress, des outils pour la gestion du temps, etc. Et ces accompagnatrices encadraient les étudiants tout au long de leur programme. Donc, afin de bien encadrer ces accompagnatrices, nous devons aussi développer des outils pour elles et de leur offrir une formation. Nous avons aussi souvent des réunions fréquentes afin de discuter des succès, des défis et des pistes de solutions. Nous avons ensuite développé des guides pour les stages. Donc, nous avons 3 stages pratiques dans le cadre de notre programme. Et pour cette raison, nous avons développé des guides pour à la fois la professeure qui accompagne l'étudiante en stage à distance et l'éducatrice guide qui est en stage et qui agit comme mentor lors du stage. Ces guides servaient à expliquer les stages,
établir les tâches que l'étudiante aura à faire, établir les responsabilités de chacune et donner des conseils de mentorat pour le PEI. Et afin de bien lancer le programme, il fallait aussi former nos accompagnatrices, les superviseurs de stage et les experts de sujet. Et finalement, nous avons lancé une campagne publicitaire et développé des outils de marketing, comme vous voyez à l'écran. Lors de ce projet, nous avons développé quelques partenariats, notamment avec EC Grants, qui offre des subventions pour les travailleurs du domaine. Notre programme était approuvé par EC Grants pour une subvention et était affiché sur leur site Web. Donc, EC Grants aidait avec la promotion de la formation. La FCO a recruté des travailleurs du domaine qui ont poursuivi leurs études dans notre programme. Et nous avons également 2 partenaires internes qui ont appuyé avec la conception pédagogique et la promotion du programme, donc le Centre de leadership et d'innovation pédagogique et le Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille. Donc, les enjeux, nous avons lancé notre programme ou notre projet en plein milieu de la pandémie. Donc, ça voulait dire que les étudiantes étaient, les travailleurs du domaine devaient travailler de longs quarts de travail et les études étaient moins importantes pendant ce temps. Nous avons aussi vu qu'avec le temps, que les étudiantes qui arrivaient dans nos programmes avaient moins d'expérience de travail comme éducatrices, qui faisait en sorte que la reconnaissance des acquis pour tout le programme était moins intéressante. Elles choisissaient plutôt de déposer des demandes de reconnaissance des acquis pour un ou quelques cours au lieu de tout le programme. Donc, nos résultats, nous avons eu 8 participantes à la formation initiale qui ont été recrutées par la FCO. Nous avons pu offrir une formation flexible qui sont adaptées aux communautés francophones. Nous avons pu valoriser les expériences pratiques par la reconnaissance des acquis. Nous avons augmenté nos inscriptions de la formation initiale. Nous avons également amélioré la rétention et la réussite des étudiants avec l'accompagnement pédagogique et nous avons aussi élargi notre réseau et renforcé nos partenariats. Donc, en chiffres, nous voyons les résultats à l'écran. Donc, vous voyez qu'à la gauche, nous avons les inscriptions. Donc, nous avons connu une forte augmentation dans la dernière année. Mais en regardant les reconnaissances des acquis sur l'intégralité du programme ou les RDAI, on voit que c'est plus ou moins consistant au fil des années, mais qu'on voit ensuite que les reconnaissances des acquis sont devenues plus intéressantes pour les étudiantes plus tard en raison du fait qu'elles avaient moins d'expérience de travail. Et ceci met fin à ma présentation. J'aimerais vous remercier encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations sur notre secteur, veuillez consulter le site Web à l'écran ou nous envoyer un courriel à l'adresse que vous voyez. Et encore une fois, merci à la CUFC pour cette belle occasion et les partenaires pan-canadiens. Bonjour, Madame Roy. Merci d'être là. Est-ce que le micro est activé? Oui? Oui, bonjour. OK, bonjour. Ben, bravo au collège, au Collège de Montréal, d'être à l'avant-garde et de s'adapter à la réalité du secteur de la petite enfance. Excellent. On demanderait de savoir quel est l'apport des mentors à la formation? Oui, donc les mentors étaient importants dans notre projet, juste parce que pour plusieurs étudiantes qui travaillaient dans le domaine comme éducatrices non qualifiées, elles n'avaient pas vraiment l'expérience des études, surtout les études à distance. Donc, ça veut dire qu'elles se lançaient dans une nouvelle expérience, elles devaient apprendre à concilier travail, études et famille. Puis en plus, elle était à distance, donc elle ne pouvait pas se présenter nécessairement sur un campus, puis aller chercher les informations dont elle avait besoin. Donc, les coachs étaient là vraiment comme point de contact avec ces étudiants-là pour les donner des conseils, les encourager tout au long de leur formation. Puis, comme les coachs étaient également des éducatrices avec de l'expérience dans le domaine, elles pouvaient partager cette passion de la petite enfance avec les étudiantes et faire valoriser la profession auprès des étudiantes. Puis, en plus, c'était un point de contact. Donc, l'étudiante avait des questions, elle ne savait pas trop où aller ou comment aller chercher un certain service du collège. C'était quand même la coach qui était capable de l'appuyer ou de la trouver ou de la référer vers le bon service. Donc, c'était vraiment une belle collaboration entre les étudiantes et les coachs. Donc, après tout ça, on avait eu des beaux commentaires, des commentaires positifs des étudiantes qui ont vraiment joui de l'expérience d'avoir un coach avec elles. Oui, il y a vraiment des beaux bénéfices pour les deux parties, là, vraiment. Excellent. Oui. Et comment est-ce qu'on fait valoir l'importance d'être hautement formé
auprès du personnel qui est non qualifié puis qui sont déjà en poste? Donc, pour nous, en Ontario, mais c'est obligatoire. Donc, les éducatrices du travail doivent se qualifier. Mais je pense que c'est quand même important de faire valoriser la formation et faire comprendre que la formation est importante de diverses façons. C'est peut-être plus faire valoriser la profession pour faire comprendre l'importance de la formation. Donc, les éducatrices sont pas seulement des gardiennes, sont vraiment là, jouent un rôle important au développement de l'enfant, puis sont là comme éducateurs pour jouer ce rôle important-là. Donc, du côté, je pense, pour nous autres, c'était de faire valoriser la profession pour faire réaliser l'importance de cette formation. Puis, on peut faire ça de diverses façons, comme on l'a fait avec la reconnaissance des acquis, en reconnaissant l'expérience de l'éducatrice non qualifiée, puis aussi avec le coaching en ayant quelqu'un là pour appuyer. Ça permettait une valorisation aussi. Bien, excellent. Merci beaucoup, Madame Roy, de votre participation. On va se retrouver là, à la fin, à la conclusion de la séance. On va discuter encore ensemble. Mais maintenant, regardons ensemble la prochaine présentation qui est celle du Collège de l'île à l'île du Prince-Édouard. Bonjour, je m'appelle Audrey G. Arsenault. Je suis la coordinatrice et une enseignante en technique en éducation à l'enfance au Collège de l'île à l'île du Prince-Édouard. Nous sommes très fiers de notre projet dont nous avons créé un nouveau programme accéléré en technique en éducation à l'enfance de 10 mois à partir de notre programme original de 2 ans. Le Collège de l'île est le seul et unique établissement postsecondaire français de toute la province de l'île du Prince-Édouard. Il y a 6 régions francophones où les francophones, majoritairement d'origine acadienne, vivent en situation minoritaire. Dans chacune des 6 régions, il y a un seul centre de petite enfance pour desservir chaque communauté. Dans le domaine de l'éducation de la petite enfance francophone à l'île du Prince-Édouard, nous sommes dans une situation de pénurie majeure. Notre province a connu une augmentation importante de sa population depuis la pandémie COVID. Il y a une énorme demande pour les services de garde de qualité. Il n'y a juste pas assez d'éducateurs certifiés pour mettre en œuvre le cadre pédagogique provincial de la qualité dont nos jeunes enfants ont besoin pour s'épanouir et grandir. Et il n'y a vraiment pas assez d'éducateurs pour ouvrir des nouvelles salles de classe ou de nouveaux CPE pour accueillir tous les enfants sur la grande liste d'attente. Pour répondre à ce besoin, notre gouvernement provincial nous a demandé d'offrir un nouveau programme accéléré de 10 mois. On nous a donné un délai de 6 courtes semaines en mai-juin 2022 pour créer et développer ce nouveau programme accéléré pour lancer en septembre 2022. Notre première cohorte a récemment obtenu son diplôme et nous enseignons maintenant à notre deuxième cohorte d'étudiants dans le cadre de ce nouveau programme accéléré. Nous avons dû examiner en détail notre programme de 2 ans pour l'adapter et le modifier pour créer notre programme de 10 mois pour assurer de livrer un programme de haute qualité, mais en même temps réaliste pour l'apprentissage des étudiants et leur réussite sans épuiser nos enseignants. Notre dilemme était de fournir des excellents cours de la manière la plus concise possible où les étudiants sont en mesure d'apprendre, de retenir et de mettre en pratique leurs compétences et être prêts et prêtes de lancer leur carrière rapidement. Au commencement de ce projet, nous devions décider le meilleur format, le meilleur horaire pour livrer ce programme intensif. Nous avons alors décidé que les étudiants suivront 2 cours de 45 heures à la fois. Un seul cours tous les matins pendant 3 heures et dans l'après-midi, un autre cours pendant 3 heures. Alors, ces 2 cours seront terminés dans 3 semaines. Alors, 2 cours à la fois, c'est moins de contenu, moins de travaux et de projets pour les étudiants à jongler par rapport à un horaire collégial typique de 4 ou 5 cours à la fois. Ils répéteraient ensuite ce bloc de 3 semaines avec 2 cours avant de se diriger vers une expérience de stage dans un CPE local. Alors, ça veut dire que le programme accéléré au complet commence avec 3 cours préalables en ligne, ensuite 4 blocs théoriques de 6 semaines chacun et 4 blocs de stage de 4 semaines chacun.
Le ministère de l'Éducation et de la petite enfance de l'île du Prince-Édouard nous a appuyés et supportés tout au long de ce projet. Les défis. Les principaux défis que nous avons rencontrés étaient évidemment, premièrement, d'adapter notre contenu et nos évaluations pour bien s'intégrer dans un cours intensif de 3 semaines comparé au cours original de 3 heures par semaine pendant 15 semaines. Ensuite, d'offrir un calendrier de cours avec un bon équilibre de travail, comme un charge de travail pour les étudiants et les enseignants, avec un bon ordre de cours offert aussi pour favoriser la compréhension des notions. Ensuite, un autre défi était pour les étudiants qui doivent se joindre par vidéoconférence. On a dû élaborer et développer des stratégies, des activités pédagogiques pour une meilleure expérience à distance. Et un autre défi était d'assurer qu'on a vraiment assez de temps pour permettre aux étudiants et aux enseignants pour respirer un peu entre chaque cours ou chaque stage. Alors, avec les priorités de protéger la santé mentale des étudiants et des enseignantes, nous avons fait des décisions pour éviter l'épuisement. Étant donné qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire pendant ces premières années pilotes, une chargée de cours a été embauchée pour me libérer de quelques cours en tant que coordinatrice de programme pour gérer ce nouveau programme et être disponible pour apporter rapidement des changements nécessaires et aussi pour supporter les étudiants avec la navigation de ce nouveau programme et nouvelle répartition. Nous avons également ajouté des journées tampons entre chaque cours de 3 semaines pour donner aux enseignants le temps de terminer le cours, de finir les corrections et de préparer pour lancer le prochain cours. Les étudiants sont encouragés d'utiliser les journées tampons comme journée de santé mentale, de reposer, à organiser leur matériel, peut-être de relire ou examiner leurs commentaires d'évaluation, rencontrer les enseignants. Alors, les journées tampons sont vraiment uniques et nécessaires. En ce qui concerne les principaux impacts de notre initiative et les apprentissages qu'on peut en tirer, nous travaillons toujours à l'amélioration de la charge de travail de l'enseignant. Nous devons réévaluer nos évaluations et le montant des travaux à corriger pour aider les enseignants à devenir plus efficaces afin qu'ils ne soient pas submergés et stressés dans un calendrier accéléré. Nous devons veiller à ce qu'ils ne s'épuisent pas. Les étudiants sont également confrontés à la lourde charge de travail. Nous devons observer et écouter nos étudiants et nous adapter pour qu'ils puissent bien apprendre. Nous avons aussi reconnu la nécessité de mieux aider les étudiants avec leurs compétences de gestion du temps et en organisation. En ce qui concerne le contenu de cours, il y a beaucoup de changements que nous devions apporter pour modifier un cours de 15 semaines avec 3 heures par semaine à un cours de 3 semaines composé de 15 heures par semaine. Bien qu'il s'agisse du même nombre d'heures de cours, la livraison est très différente. Les étudiants doivent être prêts à travailler fort, à être proactifs et à faire preuve de leadership pour réussir dans ce programme accéléré. Il a été confirmé que cette grande pénurie a un énorme effet boule de neige dans les communautés et le besoin de ce programme accéléré est grand. Notre collège n'a pas été en mesure d'accepter tous les candidats lors de ses premières années pilotes, mais il y a encore beaucoup de possibilités d'emploi. Après ces années pilotes, ce serait possible que le Collège de l'Île aura besoin d'offrir plus qu'une cohorte par année pour répondre à l'énorme besoin du marché du travail. Grâce à notre nouveau programme accéléré, les 6 centres francophones provinciaux ont maintenant plus d'éducateurs qualifiés pour guider les enfants dans leurs apprentissages. Quelques centres ont déjà en mesure de créer de nouvelles places pour un plus grand nombre d'enfants de la liste d'attente provinciale avec les éducateurs nouvellement diplômés. Alors, les familles francophones sont moins obligées d'envoyer leurs enfants dans des centres anglophones pour les services de garde d'enfants. Et les enfants sont vraiment fiers de pouvoir rester dans leur communauté francophone et de continuer à grandir dans leur milieu minoritaire. Merci beaucoup de votre intérêt et votre attention lors de cette présentation de notre projet à transformer notre programme de 2 ans en un programme accéléré de 10 mois en technique en service à l'enfance. J'espère que notre expérience, incluant nos défis et notre cheminement, pourra aider une autre institution dans l'avenir. Je serai toujours disponible si vous voulez me communiquer par courriel ou par rencontre virtuelle. Encore une fois, mon nom est Audrey G. Arsenault du Collège de l'Île à l'île du Prince-Édouard. Merci.
Ben, bonjour, Madame G. Arsenault. Bravo, là, vraiment, pour les retombées de votre projet. C'est excellent que les 6 centres francophones provinciaux aient augmenté le nombre de personnels éducateurs qualifiés. Super, vraiment. Merci beaucoup. Euh, Quels ont été là, les principaux éléments à considérer afin d'accélérer la livraison d'une formation tout en préservant une démarche pédagogique de qualité, sans laisser tomber cette qualité-là? Euh, oui, alors nous sommes conscients que c'est vraiment important de maximiser l'apprentissage en respectant le style de chaque étudiant, d'autant plus que nous avons beaucoup d'étudiants internationaux. Cela signifie qu'on a décidé de donner le temps d'apprentissage indépendant dans les périodes d'auto-apprentissage où les étudiants peuvent étudier ou lire de la manière la plus efficace pour eux, alors à leur propre rythme et ont vraiment l'occasion d'apprendre de la meilleure façon possible pour eux. Nous pensons que ce temps d'études indépendant donne plus de temps pour la réflexion et l'apprentissage afin que les étudiants puissent vraiment bien comprendre les nouveaux concepts. Les enseignants sont toujours disponibles par vidéoconférence pendant les heures de cours de ces sessions auto-apprentissage pour accompagner les étudiants qui ont besoin. Et on a aussi réalisé que le contenu de cours, les attentes, les devoirs, tout doit être vraiment bien organisé et clairement communiqué et présenté aux étudiants afin qu'ils puissent organiser au mieux leur apprentissage et leurs responsabilités pour chaque cours de 3 semaines. Les compétences de l'enseignant ainsi que celles de l'étudiant en matière d'organisation et gestion de temps sont vraiment essentielles à leur réussite. Alors, par exemple, au lieu de faire des exposés oraux traditionnels de tous les étudiants en salle de classe, pour maximiser notre temps, on a demandé les étudiants des fois de faire leur présentation orale par vidéo enregistrée et là ensuite partagée sur un forum de classe. Les camarades de classe sont là demandés d'aller voir un certain nombre de présentations ou comme enregistrées au lieu de prendre toutes ces heures-là de classe précieuses pour faire les présentations de projets. Alors, c'est un exemple de comment, côté pédagogique, on a besoin de faire des ajustements pour un programme accéléré. Oui, OK, excellent. Merci d'avoir donné un exemple. Oui, ça démontre bien. On aimerait aussi savoir là, quelles sont les leçons apprises lors de la mise sur pied et de la réalisation de l'initiative. Comment les mettre à profit afin d'optimiser les retombées de la formation? Alors, c'est difficile quand on pense à un programme accéléré. Il y a tellement de pression qu'on veut tout couvrir, mais on réalise qu'on a vraiment rendu compte que comme dans beaucoup de choses dans la vie, nous devons concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Lorsque nous essayons de couvrir trop de nouveaux contenus ou attribuer trop de devoirs aux projets, on réalise que les étudiants ne retiennent pas autant d'informations. Alors, c'est difficile, mais il faut vraiment ralentir le rythme malgré un programme accéléré. Comme j'ai mentionné tantôt, nous devons donner le temps de réfléchir, de vraiment penser et analyser, de comprendre les nouveaux concepts avant de passer rapidement au prochain sujet. C'est trop facile de dire, OK, on continue. Oui, pour un apprentissage riche, oui. Exactement. L'autre chose, parce qu'on se doutait, mais on réalise que c'est vraiment important, même si ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de coordination, qu'il faut vraiment garder nos 4 expériences de stage, même à l'intérieur de 10 mois, parce qu'ils sont tellement importants, tellement essentiels à leur apprentissage, surtout dans ce modèle accéléré. Alors, dans notre horaire et notre format, les étudiants apprennent sur le terrain à chaque 6 semaines. Alors, 6 semaines de cours, puis là, ils sont relancés en stage. Alors, on réalise que c'est vraiment nécessaire de continuer avec ce format. C'est plus gagnant comme ça, parfait. Mais merci beaucoup. Merci de votre engagement à ce projet. On revient à la fin, à la conclusion pour discuter encore. Mais maintenant, allons visionner la prochaine présentation, celle du Collège La Cité. Bonjour, je suis Lise Frenette, directrice du Bureau d'assurance qualité des partenariats d'enseignement au Collège La Cité. Bien, bonjour, moi c'est Sébastien Laperrière, je suis agent de liaison communautaire pour le Collège La Cité, campus de Toronto, et je suis agent principal pour le projet dont on va vous parler aujourd'hui.
Ce projet s'intitule « Parcours pédagogique en petite enfance au collégial en Ontario ». Alors, grosso modo, le collège a voulu contribuer à la vitalité des services de garde en français en fournissant des travailleurs qualifiés en petite enfance et en facilitant l'accès aux diplômes des éducateurs et des éducatrices. Donc, pour ce faire, on parle d'un programme ou d'une initiative qui porte sur l'agilité, la flexibilité et l'adaptabilité, en tenant compte évidemment de la reconnaissance des acquis que Sébastien va vous parler dans les prochains instants. Donc, pour parler de la description du projet, l'intention, c'était de développer et de distribuer des outils et des ressources nécessaires qui allaient nous permettre de mettre en place une stratégie proactive d'identification du parcours scolaire personnalisé pour les personnes qui travaillent dans la petite enfance, mais qui n'ont pas d'études dans le domaine. Donc, on a développé des outils qu'on a pour évaluer en fait les compétences de ces gens-là, qu'on appelle affectueusement la reconnaissance des acquis ou la RDA en bloc. Bien entendu, il fallait promouvoir ce modèle-là auprès du personnel du collège, mais principalement auprès des éducateurs et éducatrices dans le domaine de la petite enfance. Pour ce qui est de la mise en œuvre de l'initiative, donc d'abord et avant tout, c'était bien entendu de développer une évaluation des compétences professionnelles qui allait nous permettre d'identifier le niveau des compétences que chaque personne, en fait, chaque candidate détient. Il y avait bien promouvoir l'initiative, et avant toute chose, de faire une auto-évaluation, de permettre aux candidats de faire une auto-évaluation qui allait pouvoir déterminer leur éligibilité dans le programme. Tout au long du processus, c'était important d'accompagner les candidats et les candidates avec des capsules vidéo et du contenu préparatoire en vue des étapes d'évaluation. L'initiative se poursuit également avec différents ateliers que nous avons offerts et différentes rencontres d'accompagnement pour nous assurer en fait une bonne compréhension des questions par les candidats et les candidates. La réalité est que c'est des gens qui n'ont peut-être pas travaillé, n'ont peut-être pas étudié au Canada, mais ça fait longtemps. Donc, c'était bien important de s'assurer qu'ils étaient suffisamment équipés pour donner les réponses suffisantes parce qu'ils connaissent ce qu'il y avait à faire. Donc, c'était important pour nous de bien offrir, de bien soutenir en fait les candidats dans cette démarche-là. Le tout, le résultat de l'évaluation, c'est en réalité de produire un cheminement personnalisé pour chaque candidat qui répond à sa réalité et ainsi de les inscrire dans un programme en tenant compte d'une offre de cours personnalisée pour leur permettre d'obtenir leur diplôme en éducation service à l'enfance dans un délai plus court. Donc, le projet nous a permis soit de créer ou de renforcer près d'une cinquantaine de partenariats. On parle de partenariats avec les centres éducatifs à la petite enfance, des ententes ou des rapprochements en fait avec les conseils scolaires du centre sud-ouest de l'Ontario, mais également avec les organismes francophones dans divers domaines. La petite enfance, emploi, services aux nouveaux arrivants, entrepreneuriat, communautaires, régionaux aussi étaient, on a pu développer ces partenariats-là. Le projet, je ne sais pas, ça fait sans défi, ce qui est normal. On a rencontré quelques défis au niveau du recrutement durant la pandémie, des défis de persévérance ou de motivation de la part des étudiants, également même de l'épuisement physique, mental après la pandémie. Donc, pour contrer ces défis-là, le collège a fait preuve de beaucoup de créativité en développant, bien entendu, ou en augmentant davantage son accompagnement individuel auprès de chaque étudiant, a maintenant une communication constante avec les organismes externes, les réseaux des éducateurs et bien entendu réviser le plan de travail, faire les ajustements des échéanciers, revoir également un peu l'évaluation pour adapter à la réalité et maintenir les étudiants dans un niveau qui était confortable pour pouvoir finaliser leur projet. Bien, quand on parle de résultats, on parle de statistiques. Alors, la première phase où le projet initial se déroulait entre 2020 et 2022. Alors, nous avons rencontré 215 candidates et candidats. De ce nombre, 84 se sont inscrits et ont demeuré dans le programme tout au long de la pandémie et finalement ont obtenu leur diplôme d'études collégiales. Donc, nous sommes très, très heureux de on va dire ce score, ce pointage, ce résultat, appelez ça comme vous voulez. Et
le mieux encore, c'est que ça se poursuit. La deuxième phase, nous avons rencontré, évidemment, Sébastien a rencontré plus de 190 personnes ou a fait 190 présentations. Et de là, il y a 101 personnes qui ont été rencontrées de façon individuelle et 57 d'entre elles ont passé à travers l'évaluation et 57 d'entre elles, maintenant, ont obtenu leur diplôme d'études collégiales. Donc, en tout, on parle de 141 personnes qui œuvrent maintenant dans les services de garde et qui sont dûment qualifiées. Donc, au niveau des résultats, grosso modo, bien évidemment, ce que nous sommes le plus fiers, je pense que c'est les excellentes relations qui ont été créées, bâties, qui sont maintenues avec les services de garde et les centres de la petite enfance. Aussi, les outils d'évaluation qui ont été peaufinés de l'an 1 jusqu'à maintenant pour en tenant compte des commentaires des candidats et des candidates et aussi des évaluateurs. Une évaluation et un tracé encore plus juste et précis. Finalement, le nombre, évidemment, de personnes ayant obtenu leur diplôme dans un parcours flexible, adaptable et respectant aussi leurs conditions, leur environnement personnel et professionnel, c'est très, très important. Et on s'est aperçu que c'est gagnant, effectivement. Donc, le projet nous a permis aussi de pouvoir remettre à jour certains cours offerts en ligne, ce qui est aidant, évidemment. Et en fait, bien aussi, bien, il a fait des petits, ce projet, car le Collège nordique dans les territoires du Nord-Ouest en a entendu parler. Et nous avons développé un partenariat permettant à des personnes provenant du Yukon d'intégrer notre programme avec la reconnaissance des acquis en bloc. Et il y a, je crois, c'est 3-4 personnes actuellement qui suivent le programme Éducation en service à l'enfance selon la reconnaissance des acquis en bloc. Alors, nous pensons vraiment que notre projet a rapporté les succès qu'on espérait avoir. Maintenant, au niveau des témoignages, écoutez, il y en a quelques-uns. Il suffit de cliquer, vous savez comment, et vous allez pouvoir aussi entendre les personnes qui ont bénéficié de cette initiative. Alors finalement, si vous voulez en savoir un petit peu plus long, bien moi, je vous invite bien sincèrement à parler avec Sébastien parce qu'il était vraiment au cœur de cette initiative. Il connaît les dessous et tout de cette initiative et pourra sûrement vous aider à tracer le chemin pour votre propre initiative dans votre région ou encore dans votre province. Et moi, bien, puis c'est sûr, il me fera plaisir de vous parler si vous voulez en savoir un petit peu plus long aussi sur notre partenariat avec le Collège nordique. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie mon collègue Sébastien et surtout la CUFC de nous avoir permis de pouvoir développer une initiative qui est porteur et porteuse d'avenir pour les centres de la petite enfance en français. Merci. Merci. Une très belle présentation. Merci. Bonjour, Monsieur Laperrière. Bonjour, bonjour. C'était une belle initiative là, qui a réuni près d'une 50aine de partenariats. C'est tout un exploit, en plus d'avoir rencontré 316 candidats-candidates. Bravo là, pour vos réussites. C'est vraiment super. Merci. Excellent. Dans quelle mesure, par exemple, la formation des éducatrices et des éducateurs non qualifiés en poste permet-elle de contrer la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la petite enfance? Ben, en fait, c'est un peu comme Daniel avait expliqué tout à l'heure en Ontario, une des particularités, c'est, mon Dieu, je vais essayer de faire des idées des ordres dans mon idée. Donc, pour être éducateur ou éducatrice en Ontario, il faut faire partie de l'ordre. Pour faire partie de l'ordre, il faut avoir un diplôme d'études. Qui dit faire partie de l'ordre ou être éducatrice, en fait, ce que ça apporte, c'est le centre qui a ses employés qualifiés, peuvent en fait avoir davantage de groupes ou mieux jouer avec les ratios. Donc, selon les heures, selon les périodes, il y a un nombre d'étudiants par éducatrice ou éducateur qui doit être respecté. Donc, le fait de faire passer les aides éducatrices ou les aides éducateurs, donc les personnes non qualifiées, à qualifier, ça aide à pouvoir potentiellement ouvrir davantage de groupes, donc accueillir davantage de jeunes dans les centres.
C'est quelque chose qui est extrêmement nécessaire, en fait, dans, dans la communauté, comme pour pouvoir augmenter l'espace disponible. Excellent, ça ouvre des places, parfait. Et puis, est-ce que vous pouvez aussi nous donner partager là, un exemple ou des exemples d'un parcours scolaire personnalisé? Oui, ben, en fait, le parcours personnalisé donc, va vraiment dépendre de l'évaluation des compétences qu'une personne a acquises avec le marché de l'emploi. Ministériellement parlant, le collège doit donner un certain nombre d'heures d'un programme pour pouvoir donner un diplôme. Et quand on a fait l'analyse initiale pour déterminer, OK, pour faire le tri, si je peux dire, entre qu'est-ce qu'une personne peut apprendre sur la machine de l'emploi, qu'est-ce qu'une personne va apprendre, mais jamais vraiment maîtriser ou comprendre les fondements. Fait que ça nous a déjà aidé à déterminer ce qu'on appelle notre noyau de cours obligatoire. Donc, ce noyau de cours obligatoire-là ne change pour personne. Ce qui change, c'est toute la suite. Et le noyau de cœur obligatoire répond presque, en fait, détermine presque le seuil minimal d'heures pour les étudiants. Alors, on va retrouver en réalité une variété de parcours. Une autre chose que je dois mentionner, c'est que l'évaluation initiale a changé en cours de route parce que notre cursus a changé en cours de route. Donc, il a fallu qu'on refasse au complet wow. l'exercice pour s'adapter au nouveau programme. Mais donc, si je veux donner un parcours typique, habituellement, les gens en plus du noyau obligatoire avaient un, deux, parfois trois cours à faire. La grande majorité des étudiants ou des candidats et des candidates n'avaient pas de stage à faire pour la simple et bonne raison qu'avec le nombre d'heures, donc avec l'expérience qu'on exigeait pour être éligible au programme, ça nous permettait en grande majorité, pour ne pas dire en totalité du temps, de dire, OK, ben, les compétences que tu aurais acquises dans tes stages, on est capable de te reconnaître, on est capable de les considérer avec ton expérience de travail. Toujours en se disant, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont un emploi depuis un certain nombre d'années, qui font certaines tâches que l'employeur valide également. Donc, c'est tous des éléments comme ça qui sont tenus en compte pour vraiment pouvoir déterminer, OK, toi, c'est ça qui te manque, toi, c'est ça qui te manque. Et dans le nouvel type d'évaluation, en fait, parce que le modèle a évolué également, selon les groupes, par exemple, qu'une personne a travaillé ou n'a pas travaillé, on est en mesure d'entrer le jeu de dire, OK, toi, tu n'as jamais travaillé avec des bambins, mais tout ce qui touche les bambins, on va devoir te les ajouter. Fait entre guillemets, on ne les évaluera pas. Pas entre guillemets, en fait, on ne les évaluera pas, mais tu vas voir par défaut ces cours. Donc, c'est comme à deux niveaux. Donc, ça dépend vraiment de l'expérience et ensuite des compétences qui sont démontrées. Donc, un exemple de parcours, c'est comme assez différent d'une personne à l'autre. C'est vraiment personnalisé, Oui. individualisé là, pour chaque personne. Il n'y a pas de catégorie comme telle. Ben, excellent. Là. Merci, merci à vous pour votre implication dans ce projet qui est vraiment important là, dans la qualification du personnel éducateur. On vous demande de rester avec nous. On va accueillir aussi nos autres invités à se joindre pour la discussion. On va passer aux questions de l'auditoire dans quelques secondes, mais avant, on aimerait savoir les projets de formation que vous venez de présenter, est-ce qu'ils ont bonifié l'offre en place ou est-ce qu'ils ont remplacé vos programmes de formation réguliers? Alors, En fait, pour si je nous, peux répondre. Oui, on peut fonctionner de façon quand même assez informelle. On n'a qu'un tout petit groupe, alors faites-moi signe là, si vous voulez répondre. certainement, je peux commencer? Oui, allez-y, Madame Giersono. Merci. Alors, pour nous, ce nouveau programme accéléré de 10 mois a vraiment remplacé notre programme original de 2 ans. À l'Éduc Prince-Édouard, nous n'avons tout simplement pas assez d'étudiants, notre démographique, pour soutenir les deux programmes. Et avec un programme accéléré, efficace et de haute qualité, les étudiants sont motivés à travailler fort pendant 10 mois pour pouvoir s'intégrer rapidement le marché du travail. Puis les employeurs sont très favorables à cette décision aussi, car ils peuvent combler leur poste plus rapidement et commencer à ouvrir plus d'espace, plus de place pour les enfants sur la liste d'attente et aider plus de familles. Alors, ça a vraiment remplacé notre programme de 2 ans pour nous. OK. Et puis, M. Lapierre aussi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Dans le fond, nous, ce qu'on a réalisé, c'est que ça n'a pas remplacé le programme d'origine, parce que le programme d'origine, c'est vraiment un programme pour toute personne qui n'a pas d'expérience ou qui a une expérience très
minime, si je peux dire. Donc, nous, on a toujours les deux programmes qui existent. Par contre, ce qu'on a réalisé, c'est au niveau des nombres. Donc, le nombre de personnes qui s'inscrivaient dans le programme régulier, je peux dire, c'est transposé dans le programme avec la reconnaissance des acquis. Parce que depuis longtemps, nous, c'est ce qu'on constatait, que les étudiantes, les étudiants travaillaient déjà, avaient une expérience. Fait qu'ils étaient en salle de classe parce qu'il y avait le choix, malgré que la reconnaissance des acquis, ce n'est pas quelque chose qui est né d'hier, c'est quelque chose qui fait longtemps, qui existe, mais la démarche d'y aller cours par cours était trop, si je peux dire, demandante. Et ultimement, le résultat, ce que les gens veulent, c'est je veux avoir mon diplôme plus rapidement. Ce que les milieux veulent, c'est des éducateurs, des éducatrices rapidement également. Donc, nous, ça a été comme une translation, si je peux dire. On a quand même connu une augmentation, mais les chiffres qu'on a perdus, entre guillemets, dans le programme régulier, on les retrouve en quasi-totalité dans le programme de la RDA. Même au total, on a plus d'étudiants qu'on en avait avant. Excellent. De votre côté, Madame Roy, au Collège Boréal? Oui, c'est semblable à ce que Sébastien vient de dire. Notre programme n'a pas vraiment remplacé notre programme régulier. En fait, avant de développer le programme accéléré, on offrait le programme de 2 ans en présentiel et en ligne. Puis avec le programme accéléré, on a vu que, justement, comme M. Laperrière a dit, qu'il y a eu une forte augmentation pour le programme accéléré. Donc, on a abandonné le programme de 2 ans en ligne. Mais en présentiel, on offre quand même le programme sur 2 ans. C'est surtout pour les étudiants directs qui proviennent directement des conseils scolaires. Donc, ce programme-là existe toujours pour eux, pour ces personnes-là, puis c'est livré selon un modèle traditionnel du collège. Parfait, merci. On a une question dans la boîte de questions-réponses qui était dirigée pour M. Laperrière, mais si vous voulez répondre aussi, ça nous fera plaisir là, à nos 2 autres panélistes. La question était, avez-vous pu faire la promotion au sujet de votre programme auprès des élèves du secondaire, par exemple lors de soirées postsecondaires ou autres? Non, on ne l'a pas fait, simplement à cause de l'expérience de travail qui est exigée. Donc, puisque c'est un programme qui requiert d'avoir 6 ou 24 mois d'expérience de travail à temps plein, donc pour qu'une personne puisse être admissible, les étudiants de secondaire, c'était plus ou moins la clientèle cible. Donc, non, on ne l'a pas fait. Les autres, est-ce que vous avez pu le faire ou... Alors, pour nous, à l'Aide du Prince-Édouard, on commence juste à faire ça maintenant, cette année. Alors, nous avons une nouvelle personne embauchée pour aller faire une tournée dans nos écoles françaises et des écoles secondaires d'immersion aussi pour promouvoir. Et on fait une autre étape maintenant qui offre l'opportunité pour les étudiants du secondaire de faire des 3 cours de base préalables en ligne en secondaire comme un double crédit pour pouvoir commencer leur cheminement envers notre programme accéléré. Alors, on commence juste maintenant de faire ça. Madame Roy au Collège Boréal? Ben, de notre côté, c'est à peu près la même chose comme M. Laperrière a mentionné. Non, la promotion envers les conseils scolaires, ce n'était pas une priorité pour nous, simplement parce qu'on cherchait une clientèle avec de l'expérience. Mais de l'autre côté, le collège promouvait quand même son programme en présentiel, donc on le faisait de ce côté-là. C'est juste qu'on a décidé de ne pas promouvoir le programme accéléré auprès des étudiants des écoles secondaires. Merci. Une question pour vous 3. Quelles sont les lignes directrices à suivre afin de mettre sur pied un système de reconnaissance des acquis qui respecte les normes du ministère? Oh. Qui voudrait répondre? C'est une belle question. Je vais essayer, mais je pense que d'abord et avant tout, c'est bien entendu de savoir quelles sont les exigences exactes du ministère, de bien les comprendre. Ensuite de ça, les programmes de reconnaissance des acquis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, en tout cas dans le cas de la cité, il y a une démonstration qui doit être faite de la part du candidat ou du candidate. Je dis ça ne sachant pas exactement comment le programme de Boréal l'offre. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne le font pas, c'est juste pour le mettre ici, là, que c'est vraiment, nous, l'évaluation se fait sur à peu près 2 mois. Il y a 5 différents modules d'évaluation et les étudiants ou les candidats, candidates
doit vraiment faire la démonstration des compétences. Donc, ultimement, on le sait que s'il aurait suivi le cours, il aurait eu les mêmes compétences. Donc, pour nous, je veux dire, ça a plus ou moins joué avec les règles ministérielles, mais ça a vraiment été plus comme, au bout du compte, le programme qui est approuvé par le ministère, est-ce que l'étudiant détient toutes les mêmes compétences? Oui, c'est juste la manière qui sont évaluées qui est différente. Je ne sais pas si ça Madame, répond à la question. oui, Madame J. Arsenault fait signe que oui, là, vous êtes d'accord, vous avez des choses à ajouter? Je suis d'accord. Moi, je suis en train de bien écouter parce que malheureusement, à l'Esprit-Saint-Édouard, dans notre collège, on n'a pas encore bien établi notre système de reconnaissance. Alors, je suis apprenante lors de ce sujet. C'est bien de faire des partages. D'abord, Madame Roy? Nous, c'était un peu semblable, là. C'était une approche selon les normes. Donc, il fallait avoir premièrement des experts qui connaissaient à la fois le programme et les normes, puis à la fois la réalité des éducatrices non qualifiées. Donc, ça fallait être sélectif sur les experts qu'on mettait en place pour développer des outils. Mais nous, de notre côté, on développait plutôt par parcours. Donc, c'était créer des rubriques pour que les évaluateurs évaluent les étudiantes pour chaque cours. Donc, c'est quelles compétences qu'on cherche dans chaque cours. Puis à la fin, lorsqu'ils réussissent ça, mais les plans de cours ou les rubriques répondent aux normes du programme. Donc, ça, c'était l'approche qu'on utilisait. Mais comme M. Lapérière a dit aussi, c'était des évaluations qui prenaient quelques mois parfois parce que l'étudiante devait préparer un portfolio pour démontrer toutes ses expériences de travail. Donc, ce n'était pas une petite tâche, c'était une grande tâche. Puis ça prenait beaucoup de leur temps. Donc, celles qui avaient de l'expérience, il fallait vraiment qu'ils mettent tout ça en place pour bien justifier. Mais oui, juste pour pas aller trop long, là, parce que c'est quand même un gros dossier. Je pense que M. Lapérière peut dire ça aussi. C'était quelque chose qui a pris du temps à mettre en place. Puis c'est quelque chose qu'on continue à peaufiner. On Ah oui, voit c'est beaucoup qu'avec le temps. d'analyse. Oui. Puis Oui. ensuite, des fois, il faut revoir. Les normes ont changé. Il fallait revoir les rubriques ou il fallait tout revoir nos outils. Puis ensuite, il y a eu des changements technologiques. Il fallait retravailler tout ce qu'on faisait. Donc, c'est vraiment être capable de aussi réévaluer la situation à chaque année pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ouais. Mais on voit aussi que ça vaut la peine. Alors, super. On a une autre question dans la boîte de questions-réponses de la part de Véronique Ebery. Elle demande comment est-ce que ces programmes-là pourraient être accessibles pour des nouveaux arrivants qui ne sont pas encore résidents permanents, mais qui ont des diplômes et ou de l'expérience en petite enfance de leur pays. Quelqu'un veut prendre la parole? Vous savez déjà un peu. Je peux prendre la parole. Oui, monsieur. Yeah. En fait, c'est un beau dossier. Euh, je souris parce que je connais très bien Véronique. Donc, le défi qu'on a présentement, c'est avec le programme qu'on a monté présentement demande une expérience canadienne. Initialement, c'était une expérience ontarienne uniquement, mais avec les partenariats qu'on a développés avec le Collège nordique francophone, entre autres, il a fallu qu'on revoie aussi certains éléments de l'évaluation, qu'on enlève en réalité ce qui était spécifique à l'Ontario, puis que ça devienne comme obligatoire. Ça fait partie des questions qu'on se pose présentement. De mémoire, il y a dans les projets de revoir également la reconnaissance des acquis pour voir, OK, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour les gens qui n'ont pas d'expérience, mais qui ont des diplômes à l'extérieur. Présentement, le Collège ST n'a pas de produit autre. C'est vraiment une personne qui arrive au Canada, qui va se trouver un emploi, idéalement en Ontario. Là, on va être vraiment plus équipé pour l'aider et lui dire, OK, après un certain nombre de mois, on va faire ton évaluation. Fait que ça permet de réduire la durée. Le sentiment pour les personnes qui arrivent ici, qui répondent à un besoin, est toujours le même. C'est plate. Ils ont le sentiment de recommencer à zéro. D'autant plus que s'ils n'arrivent pas avec un bon statut au Canada, je m'excuse de dire ça comme ça, un statut régulier au Canada, les frais ne seront pas les mêmes, les frais de scolarité, je veux dire. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui tiennent en ligne de compte. Fait que pour l'instant, la Cité n'a pas encore la formule magique, mais on y réfléchit, puis on regarde comment est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut adapter. On espère. J'espère que mes collègues ont quelque chose de différent, mais... Oui, le Collège Boréal, le Collège de Lille. Mais pour nous, je pense juste pour ajouter à ça, c'est
quand on a je vais dire peut-être si ce n'est pas un résident permanent ou si c'est quelqu'un avec un visa d'études, un étudiant ou un candidat ne peut pas s'inscrire en ligne. Donc, juste là, ça élimine la possibilité de faire le programme accéléré parce qu'il doit être en présentiel. Donc, on voit que pour les nouveaux Canadiens, pas les nouveaux Canadiens, mais les étudiants internationaux, c'est le programme en présentiel qui est l'approche ou qui est le programme à leur offrir, juste pour la simple raison des règlements qui entourent les étudiants internationaux. Mm. OK. Et puis pour vous, au Collège de Lille, Mme G. Arsenault? Oui, nous autres, on peut accueillir les étudiants internationaux dans nos programmes, mais c'est vraiment en présentiel. Nous avons également un programme d'un an on appelle expérience canadienne pour améliorer leur transition au Canada aussi, avant d'entrer dans un programme académique. Alors, on peut certainement les accueillir et on a des ressources pour les suivre, mais en ce qui concerne la reconnaissance, je pense qu'on a moins de services pour la reconnaissance des acquis, mais ils sont bienvenus à joindre à notre programme. Pour plusieurs personnes, je pense pour presque tous les étudiants, le français serait leur deuxième, troisième, quatrième langue. Alors, c'est quand même une bonne expérience de pouvoir suivre le programme accéléré en présentiel en français pour cette pratique de toute façon. OK. OK, merci. Oui, M. Une Laperrière, petite allez-y. précision. Absolument. Parce que je relisais la question. La question, en fait, dit ne sont pas encore résidents permanents. Donc, là, ici, moi, je le vois d'un niveau statut. Mais ça se peut que la personne soit déjà sur le territoire, soit déjà arrivée puis travaille. Je ne suis pas un expert en immigration, mais je sais que IRCC a fait une mise à jour ou a fait du moins une autorisation temporaire pour les personnes qui ont des permis de travail. Maintenant, une personne qui a un permis de travail peut s'inscrire dans un programme postsecondaire, ce qui n'était pas possible de ça il y a 6 mois de ça environ. Toutefois, ces personnes-là demeurent avec un statut d'étudiant international, fait que les frais restent beaucoup plus élevés. Mais il y a cette possibilité-là qui, 6 mois remontant, il n'y avait aucune option. En fait, il y avait une option minimale qui était de prendre quelques cours à la carte, mais les étudiants avec en fait, les personnes avec un permis de travail ne pouvaient pas s'inscrire dans un programme. Maintenant, ils peuvent. Donc, il y a ça qui est un pas vers la bonne voie, je pense. Parfait, merci. Alors, une dernière question pour vous trois. Là. Vous avez collaboré avec plusieurs partenaires dans diverses régions. Quelles sont les bonnes pratiques et les leçons que vous avez apprises? Qui va prendre la parole en premier? Je peux me mouiller. Allez-y, M. Laperrière, vous allez l'aider la discussion. Ben, je pense en fait que, premièrement, dans les bonnes pratiques, c'est d'être extrêmement transparent avec les partenaires. S'ils ont un besoin, s'ils ont une crainte, c'est de les écouter, c'est de la considérer puis de voir comment ils répondent. Si ça ne fonctionne pas avec le produit qu'on a, ça ne fonctionne pas avec le produit qu'on a. Je peux essayer de faire des fling-flang, entre guillemets, mais ultimement, il n'y aura pas satisfaction. Et tant qu'il n'y a pas de satisfaction, je veux dire, c'est un no-go, je m'excuse de l'expression, d'aller dans cette voie-là. Garder les canaux de communication ouverts, faire des suivis réguliers. Donc, c'est vraiment ça, mettre à jour, se maintenir à jour, participer aussi à des événements que le partenaire ou les partenaires peuvent faire, juste d'aller rencontrer l'être humain, parce que là, on le voit, on est présentement encore en virtuel, mais je pense qu'il n'y a pas plus grand bénéfice que d'aller à quelque part et de serrer la main d'une personne, faire un câlin, n'importe quoi. Je pense que c'est des éléments clés. Mais ultimement, c'est vraiment de maintenir la relation, d'essayer de répondre aux besoins, d'être disponible auprès des partenaires. J'irai avec cette base-là pour l'instant. Oui. De votre côté, Mme G. Arsenault? Oui, je suis complètement d'accord. La première chose que je pensais aussi, c'est vraiment d'avoir cette communication ouverte, esprit d'ouverture, de vouloir travailler ensemble, d'être prête à
à poser des questions, à répondre aux questions, de se déplacer en présentiel aussi. Après la pandémie, je pense que c'est tellement plus important aussi de vraiment avoir ces rencontres face à face pour développer les relations nécessaires. Alors, je suis d'accord avec M. Perrière aussi. Excellent, merci. De votre côté, Madame Roy? Oui, je pense que c'était bien expliqué. Je voulais juste ajouter peut-être aussi parce que nous, on avait des travailleuses du domaine chez nos partenaires qui venaient se former chez nous. Puis, c'était juste pour assurer un bon service à la clientèle, c'est vraiment connaître comment fonctionne le collège en général. Donc, qu'est-ce qui fait quoi au Rogitariat. Donc, vraiment être au courant puis garder tous les partenaires internes aussi au courant de qu'est-ce qui se passe afin de juste rendre l'inscription et tout ça plus facile pour tout le monde, puis que ça soit juste smooth. Tu sais, on veut pas trop de pépins. Des fois, c'est juste... Des fois, on oublie cette partie-là aussi de communiquer à l'interne avec ceux qui sont impliqués dans les dossiers. Bien, excellent. Merci à vous trois pour le partage généreux. C'est ceci qui met fin à notre 8e séance virtuelle de l'événement Plein Feu sur les projets. Un grand merci à nos invités pour votre participation aujourd'hui. Ce fut vraiment agréable de découvrir vos initiatives. Nous aurons maintenant une pause d'une dizaine de minutes avant notre dernière séance de la journée qui s'intitule Plein Feu sur des formations sur mesure en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Yukon, qui débutera à 14h45. Connectez-vous au même lien pour prendre connaissance des dernières initiatives. Merci d'avoir été parmi nous et on se retrouve à nouveau dans quelques minutes avec le même lien. À tout de suite.